Alors l'église Saint-Jacques est un monument emblématique de Lunéville, comme cela a été rappelé tout à l'heure lors de la signature, un monument dont la silhouette est familière aux Lunévillois. Effectivement, elle est aisément reconnaissable par ces deux tours qui dominent la ville et, tels deux phares, sont visibles de loin dans la nuit. Toutefois, initialement, ce bâtiment n'était pas celui d'une église paroissiale Saint-Jacques, mais celle de l'abbaye Saint-Remy, qui remonte aux origines de Lunéville, en même temps que le château, et qui, comme le château, a été reconstruite au XVIIIe siècle. Et c'est cet état que nous voyons encore aujourd'hui. Un état qui est davantage perceptible sur les photographies aériennes qui nous montrent que l'abbaye forme un véritable îlot, avec au centre l'église abbatiale, initialement aujourd'hui l'église Saint-Jacques, les bâtiments donc d'habitation des chanoines, l'actuel hôtel de ville, et puis de l'autre côté donc l'hôtel de l'abbé. L'étude de cette abbaye n'est pas facile à mener, car les fonds d'archives de cette abbaye, assez bien conservés pour le Moyen-Âge, le sont très mal pour le XVIIe et plus encore pour la reconstruction du XVIIIe siècle. Il faut donc recourir à d'autres fonds d'archives, formuler des hypothèses, tenter des comparaisons, mais parfois des découvertes fortuites, comme cela a été récemment le cas à l'étranger, apportent des éclairages nouveaux. Je vous propose donc ce soir de faire un état des connaissances actuelles sur cette église qui était celle de l'ancienne abbaye Saint-Remy. Une abbaye qui remonte donc au tout premier jour de Lunéville, puisque le premier acte écrit conservé concernant Lunéville ne traite pas du château, comme on pourrait le penser, mais bien de Saint-Remy. C'est un acte de 1034 qui attribue la fondation de cette abbaye, peu avant l'an 1000, à un dénommé Folmar IV. Les Folmars sont en fait des comtes épiscopaux de Metz qui ont aussi des biens dans la vallée de la Meurthe et sur le futur site de Lunéville, contrôlent l'ancienne route de commerce du sel allant de Vic-sur-Seille à Deneuve, qui traverse la future ville de Lunéville en empruntant donc une route nord-sud qui correspond à l'actuelle rue de la République. Vers 990, Folmar IV fonde un premier château où il installe une garnison pour surveiller la route du sel, mais aussi le pont qu'il a construit pour traverser donc la Vesouse, un pont à péage qui lui rapporte effectivement des sommes d'argent non négligeables. Selon un processus très connu par ailleurs, l'habitat alors dispersé va se regrouper, se fixer autour du château, mais aussi autour de l'abbaye Saint-Remy, qui est créée au même moment par le même donc, comte Folmar. Ce regroupement de l'habitat donc, est très connu. Il ne faut pas du tout imaginer qu'il y avait un désert forestier à l'emplacement de Lunéville. Il y avait une série de petits hameaux dispersés qui vont donc se regrouper. Alors, cette abbaye Saint-Remy, fondée par Folmar IV, est placée sous le vocable de l'évêque de Reims, qui baptisa Clovis à la fin donc, du Ve siècle et qui donc effectivement connaît un évêque qui est donc assez connu donc, en Lorraine, dont le culte s'est vraiment développé en Lorraine entre le 8e et le 11e siècle, où il est titulaire de 145 paroisses et il arrive en fait en 3e position, juste après la Vierge Marie et Saint-Martin de Tours. Alors, l'acte de 1034 que vous voyez à l'écran émane des deux fils du comte Folmar, Godefroy et Hermann, qui nous apprennent qu'ils ont installé dans l'abbaye fondée par leur père des moniales pour remplacer les moines initialement installés et qui s'étaient apparemment mal conduits. On dit qu'ils étaient même des voleurs, terme utilisé dans le texte. Alors, ce changement est peut-être à l'initiative de l'évêque de Toul de l'époque, Brunon de Dabo, qui est mentionné à la fin donc, de l'acte et qui est connu pour redresser la vie religieuse dans son diocèse et qui va être à l'origine d'un redressement aussi mené au sein donc, de la chrétienté d'Occident. On y en parlera tout à l'heure. Alors, les abbesses de Lunéville se révèlent des femmes de tempérament qui gèrent d'une main de maître, on va le voir sur la diapositive suivante, leurs biens fonciers et qui ont fondé un premier hôpital donc à Lunéville. La plus connue est une dénommée Oda, qui a fait sa profession monastique à Remiremont, qui est la sœur d'Adalbéron III, évêque de Metz,
et qui est aussi la cousine des Folmar, mais également celle de Bruno de Dabo, évêque de Toul mentionné tout à l'heure, qui est devenu, au moment où elle est abbesse à Lunéville, le pape Saint Léon IX, et qui sera à l'origine d'une réforme de l'Église qui donnera par la suite la réforme grégorienne. Alors, la communauté féminine de Lunéville aurait sans doute évolué comme celle de Remiremont ou encore d'Épinal ou de Pousset vers un chapitre de chanoinesses nobles. Mais elle est remplacée dès 1135 par des hommes. Et ce changement va durer jusqu'à la Révolution française, soit 6 siècles. Ces hommes sont en fait des chanoines réguliers, venus de l'abbaye de Belchamp près de Bayon. Alors, pour faire simple, les chanoines réguliers, ce sont des prêtres vivant en commun selon la règle de saint Augustin. Leur mode de vie ressemble à celle des moines, par la vie commune, par les heures monastiques réparties dans la journée et la nuit, qui consacrent la journée à Dieu, et heures monastiques au cours desquelles ils prient pour leur salut et le salut de l'humanité tout entière. Mais à l'inverse des moines, ils sortent de leur monastère pour mener des tâches pastorales, visite des malades, enseignement des enfants, célébration des messes, dans l'église paroissiale fondée à Lunéville, non loin de l'abbaye, sous le vocable de Saint-Jacques, dont on a la première mention en 1186. Cette église paroissiale, elle est sur la place donc Saint-Jacques, aujourd'hui donc tout proche de cette église. Alors, ce rôle pastoral est sans doute à l'origine du changement de communauté. Effectivement, ce rôle pastoral répond aux besoins de prêtres pour les célébrations, amplifié par l'essor démographique qui touche Lunéville au XIIe et XIIIe siècle, et par la position de carrefour de la ville pour les marchands et les pèlerins venus d'Allemagne. Des pèlerins qui, pour certains, se rendaient à Compostelle, d'où le vocable de Saint-Jacques qui n'est pas fortuit, mais plus souvent se rendaient dans un sanctuaire de pèlerinage plus proche de Lunéville, Saint-Nicolas de Port, qui connaît un développement considérable au XIIIe siècle, autour de la relique donc, de Saint-Nicolas, mais plus encore au XVe et XVIe siècle. Saint-Nicolas de Port est la première place de commerce et le premier sanctuaire de pèlerinage du duché, avec une reconstruction effectivement de l'église de pèlerinage, la grande église, l'actuelle basilique, à la fin XVe et XVIe siècle. Et Lunéville est étroitement liée à Saint-Nicolas de Port. C'est même pour les pèlerins la dernière étape avant le sanctuaire portois. Alors, notre communauté de chanoines compte une douzaine de membres. Une communauté qui subit la crise de la fin du Moyen-Âge, XIVe et XVe siècle, les guerres, les destructions, les difficultés économiques, les épidémies, mais elle se redresse finalement assez vite, car elle bénéficie de donations de membres de la cour des ducs de Lorraine qui, en 1243, sont devenus seigneurs de Lunéville et qui font des séjours au château de Lunéville, souvent au printemps et à l'automne. Et les membres de la cour suivent la famille donc ducale. Et on les voit donc effectivement fonder des chapelles dans cette abbaye Saint-Remy et instituer une importante confrérie sous le vocable de Saint-Nicolas. On voit le lien avec Saint-Nicolas de Port, là encore très net, et notamment, là je vous ai mis la lettrine de la charte de fondation de cette importante confrérie. Ces membres de la cour, ces agents de l'administration ducale, font aussi entrer leurs fils dans l'abbaye. Une abbaye dont les effectifs augmentent puisqu'ils atteignent 18 chanoines en 1492. Si Saint-Rémy est plutôt l'église de la cour, l'église paroissiale Saint-Jacques, desservie par un curé qui est aussi un chanoine de l'abbaye, cette église Saint-Jacques est davantage celle des bourgeois de Lunéville. Alors bourgeois au sens médiéval du terme, c'est-à-dire des habitants de la ville. Alors l'abbaye connaît à nouveau des difficultés à la fin du XVIe siècle. Elle passe sous le régime de la commande, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par un abbé nommé par le pouvoir ducal. Elle est également fortement endommagée lors du passage des reîtres, des mercenaires allemands à cheval, qui en 1587 passent par Lunéville et vont véritablement commettre d'importants dégâts et d'importantes destructions. Face au protestantisme, la Lorraine s'affirme comme une terre de catholicité, suivant les prescriptions du Concile de Trente, avec le soutien donc, des ducs de Lorraine. Et des mouvements de réforme vont se faire jour donc en Lorraine, dans les monastères de moines, mais aussi dans ceux de chanoines réguliers. Et c'est à l'initiative de l'évêque de Toul, Jean des Porcelets de Mayenne,
qu'une réforme va être entreprise pour les chanoines réguliers. Et l'évêque décide de la faire commencer par Saint Rémy de Lunéville. Et il confie cette tâche à un Vosgien dénommé Pierre Fourier, Saint Pierre Fourier, qui arrive ici à Lunéville en 1622, dans des conditions un peu difficiles, mais qui fait rapidement des recrues, puisque l'année suivante, en 1623, il accueille les 4 premiers chanoines de la congrégation, comme on le voit sur ce tableau de l'église de Lanneville, donc au bois. Le succès est rapidement au rendez-vous, on va le voir sur la diapositive qui suit, puisque, je crois qu'on a été, voilà, merci, l'abbaye devient le centre vraiment de cette congrégation des chanoines de notre Sauveur qui adoptent la réforme instituée ici à Lunéville. Une réforme qui s'étend à toutes les abbayes de Lorraine, mais aussi en Alsace, en Valais suisse et en Val d'Aoste, dans le nord donc, de l'Italie. Et Saint-Remy est à la tête donc, de cette congrégation, et elle en assure, comme on dit, le généralat, jusqu'en l'année 1746, date à laquelle elle est remplacée par l'abbaye de Domève. Mais vraiment, Saint-Rémy-Lunéville a joué un rôle majeur dans cette congrégation de chanoines réguliers, dont on voit donc l'habit particulier, avec effectivement donc, le rôle majeur qu'a joué donc, Saint-Pierre Fourier, qui a vécu donc, 2 ans à Lunéville pour mettre en place la congrégation et qui revient donc souvent. Alors, vous voyez notamment au fond de cette église le tableau réalisé pour la béatification de Saint-Pierre Fourier en 1730, qui a donné lieu à de grandes fêtes ici donc à Lunéville. Et cette abbaye Saint-Rémy importante, où se trouvait-elle? Elle est en fait, dès le XIIe siècle, attestée à l'emplacement de cette église Saint-Jacques d'aujourd'hui. On en a des mentions très claires dans les textes, et il y a tout lieu de penser qu'elle s'y trouvait dès l'origine. Elle a été en tout cas un point de fixation de l'habitat à Lunéville au sein de ce qu'on appelle un bourg donc abbatial. Un autre noyau d'habitat s'était développé très vite, on l'a dit, autour du château, et ensuite un regroupement de ces noyaux d'habitat qui s'est opéré au XIIIe et XIVe siècle à l'initiative des ducs de Lorraine, on l'a rappelé tout à l'heure, devenus seigneurs de Lunéville en 1243. On connaît pour Lunéville le plus ancien plan qui serait un plan du XVIe siècle, édité en 1865 par Alexandre Joly. Mais un plan qui a toujours été pris avec beaucoup de recul par les historiens, un plan discuté et discutable. Mais la découverte aux archives de l'État à Turin d'un plan de Lunéville de 1730 en donne donc un meilleur aperçu. On voit sur le détail de ce plan l'église Saint-Jacques et également l'abbaye Saint-Rémy. Alors l'église Saint-Jacques, dont il reste la statue du XVIe siècle, là vous avez la copie installée place Saint-Jacques aujourd'hui, mais l'original donc est au musée du château. Il vient de cette église Saint-Jacques primitive, également la Pietà qui est dans cette église juste donc à côté donc du chœur. Et de cette église, eh bien, qui a été détruite donc en 1745, on a aussi quelques éléments qui ont été mis au jour en 2021 lors de travaux pour installer les vides ordures de la ville de Lunéville, et les travaux menés par l'HydraP. Donc vous voyez une petite photo qui ont mis au jour des pans de murs et puis des éléments d'une chapelle où se trouvaient quelques sépultures. Alors une église Saint-Jacques qui était orientée, c'est-à-dire le chœur tourné vers l'est, ce qui était courant dans les églises du Moyen-Âge, un chœur tourné vers l'est, vers le soleil levant, symbole du Christ ressuscité qui vient chasser les ténèbres de la mort et du péché. Et puis évidemment, tout près donc, de cette église se trouvait donc l'abbaye Saint-Rémy. Alors une abbaye Saint-Rémy avec une église abbatiale qui était également orientée, donc le chœur tourné vers l'est, qui était un peu plus petite, semble-t-il, vous voyez que cette église Saint-Jacques, et qui était quand même plutôt d'assez grande taille, et qui correspond au bas de l'église Saint-Jacques actuelle, et à une partie de l'ancienne entrée de la mairie. Le portail d'accès était à l'ouest, avec une chapelle d'étage dédiée à Saint-Michel. Alors de quand datait cette église Saint-Rémy? C'est difficile à dire. Il est question d'une nouvelle charpente de la façade au XIVe siècle, de la construction de 15 chapelles dans la nef entre 1340 et 1490, des chapelles fondées donc par des membres de l'administration ducale. Et puis, il est question aussi de la guerre de 30 ans qui va entraîner d'importantes destructions. Alors, de cette église ne reste que quelques fragments,
dont un élément de plaque de fondation d'une chapelle réutilisée au XVIIIe siècle comme marche d'escalier dans l'une des tours. Elle correspond à une chapelle Saint-Fiacre et Saint-Laurent, fondée en 1464 par un tabellion, dire un notaire, de Lunéville dénommé Laurent Reynel. Vous voyez ici la plaque et on peut l'identifier par la charte là qui est bien conservée. Alors, si on revient en arrière un instant, on voit sur le plan que l'église est flanquée donc effectivement d'un cloître quadrangulaire cité dans les textes, restauré vers 1480, un cloître autour duquel s'articulent les bâtiments conventuels. Il s'agit là du plan monastique classique, repris très souvent par les communautés de chanoines réguliers. Alors on sait que cette abbaye possédait des annexes, un premier hôtel de l'abbé, attesté depuis le XVIe siècle, des granges, des écuries, une basse-cour. Les textes et les plans ne mentionnent pas de cimetière pour Saint-Remy. Ils parlent d'un cimetière autour de Saint-Jacques, ce qui est normal, c'est une église paroissiale, donc qu'il y ait un cimetière à côté, mais il n'y a pas de cimetière mentionné pour Saint-Remy, mais on sait qu'il y a de très nombreuses sépultures dans les chapelles de la nef, ce qui explique peut-être les ossements mis au jour en 1969 lors de travaux place Saint-Remy devant l'église actuelle. Alors les choses vont changer. Alors j'ai mis en revers justement l'église donc Saint-Jacques, donc qui était orientée, et l'église actuelle, et on voit qu'il y a eu un basculement. Donc l'église actuelle a pivoté donc de 90 degrés par rapport à l'église donc primitive, et ce changement eh bien, va être mis en place donc au début donc du XVIIIe siècle. On va voir sur la suite. Alors effectivement, après donc, le XVIIe siècle, qui sera donc désastreux pour la Lorraine, c'est l'époque des misères de la guerre immortalisée par Jacques Callot, la guerre de 30 ans, les occupations de la Lorraine par les troupes françaises. La Lorraine retrouve donc une certaine sérénité avec le retour d'un duc, en l'occurrence Léopold, qui arrive donc en 1698 et qui va donc restaurer donc la Lorraine. Alors Léopold, effectivement, fréquente un petit peu les chanoines de Saint-Remy, mais beaucoup plus l'église paroissiale Saint-Jacques, à laquelle il s'intéresse beaucoup, et il envoie ses enfants suivre le catéchisme à l'église, il assiste aux offices qui s'y déroulent, il est très attentif au cadre paroissial, et on sait que des projets de reconstruction de l'église Saint-Jacques sont envisagés en ce tout début donc, du XVIIIe siècle. En 1728, ce sont les chanoines qui projettent à leur tour une reconstruction de leur abbaye, une reconstruction complète, pour se mettre au diapason d'une ville en pleine rénovation, impulsée par Léopold, autour de la reconstruction aussi du château, avec toute une série de rues donc, qui se coupent en angle droit, avec la place, appelée aujourd'hui place Léopold. Donc il y a une ville en pleine rénovation, et l'abbaye donc, se met un petit peu à ce diapason. Alors l'église donc, a pivoté donc, de 90 degrés. Les bâtiments donc, conventuels et l'hôtel de l'abbé, donc l'encadre, sont remplacés donc, autour de cette église. Alors si les chanoines s'installent dès 1729 dans les nouveaux bâtiments conventuels, qui correspondent à l'actuelle rue de l'abbé Pierre, l'église commence plus tard. La première pierre est posée en juillet 1730 par le fils et successeur de Léopold, François III, qui, comme son père, participe au financement des travaux, pour une petite somme. Mais un mémoire de la congrégation de notre Sauveur que j'ai pu retrouver indique une somme globale qu'ils ont versée à eux deux de 5 900 livres. Le détail des travaux n'est malheureusement pas indiqué, et c'est vrai qu'on peine à pouvoir donc identifier les différentes étapes du chantier, en raison d'absence de l'archive de l'abbaye, comme je le disais tout à l'heure. Mais des chroniques récemment retrouvées sur le château apportent quelques éclairages. Ils révèlent que le chantier de l'abbaye avait atteint la mi-hauteur de la façade en 1733 et une corniche donc, marque la première étape et ce sont un temps arrêté. Et cette chronique nous apprend aussi qu'en 1736, les cloches de Saint-Remy sonne pour la première fois en présence de la duchesse Élisabeth Charlotte d'Orléans, veuve de Léopold. Ce qui veut donc dire que les clochers seraient construits, au moins partiellement. Mais faute d'argent, les travaux s'arrêtent jusqu'en 1743, date à laquelle ils reprennent sous le nouveau duc Stanislas Leczinski, devenu duc de Lorraine depuis 1737.
Il accepte de financer l'achèvement du chantier. Et il dira donc par la suite avoir donné 134 205 livres pour mener à bien donc, ce chantier. On en a donc la trace dans le recueil des fondations donc, de 1762. Alors, il finance le chantier, mais il impose 2 conditions. La première, la destruction de l'ancienne église paroissiale Saint-Jacques et le transfert du titre paroissial dans l'abbatiale. Cette décision est très mal perçue par les Lunévillois, qui sont particulièrement en colère contre leur curé, auquel ils reprochent de ne pas s'être opposés aux décisions de Stanislas. Et le curé devra même quitter donc Lunéville parce qu'il est véritablement menacé. La deuxième condition imposée par Stanislas, c'est le choix de son architecte Emmanuel Héré, architecte auquel il va confier par la suite la place Stanislas de Nancy ou Notre-Dame de Bonsecours. Alors la façade témoigne des différentes étapes de cette construction. La première est la partie inférieure de style classique, avec un axe de symétrie, qui est donc délimité par la corniche et le fronton, et qui serait attribué aujourd'hui, par les recherches les plus récentes, à l'architecte Jean-Nicolas Génesson, auquel on doit, j'y reviendrai tout à l'heure, Saint-Sébastien de Nancy. La deuxième étape est la base des tours, qui pourrait être attribuée à Nicolas Jadot. Alors, on connaissait un plan de Nicolas Jadot, où il avait esquissé donc, la façade de Saint-Remy. Il projetait de terminer donc, les tours par des bulbes, comme on en trouvait dans d'autres abbayes de la Congrégation Notre Sauveur, notamment à Domèvre ou à Belchamp. Alors, on connaissait ce plan, mais on ne savait pas très bien si c'était un projet ou s'il avait été réalisé. On supposait quand même que la partie intermédiaire avait dû l'être, mais là, la mention des cloches qui sonnent en 1736 laisserait penser que, véritablement, il a mené la partie donc, médiane. La troisième étape est menée par Emmanuel Héré. Emmanuel Héré, dans un style résolument baroque, même rococo. Les tours sont achevées en 1747. Il est fait figurer dans ce recueil d'architecture de 1752. Et des tours dont il est très fier, dont on va voir quelques détails maintenant, effectivement, qui se terminent non pas par des bulbes, mais par des dômes, éclairés par des grandes baies et des oculis, et qui sont coiffés par 2 statues donc, colossales de Saint-Michel et de Saint-Jean Népomucène. Saint-Jean Népomucène est un chanoine de Prague du XIVe siècle, récemment donc, canonisé donc, au XVIIIe siècle, et qui est considéré comme un peu un martyr du secret de confession, parce qu'il était donc chanoine à Prague, confesseur de la reine de Bohême, et avait résisté aux pressions donc, du roi de Bohême, jaloux, qui voulait savoir quels étaient les secrets de confession de son épouse. Et il a été donc mis à mort par le roi de Bohême. Donc un saint donc, largement mis en évidence par les jésuites et par les prêtres donc, au début du XVIIIe siècle. Et l'autre statue est celle donc, de l'archange Saint-Michel. Alors on voit le détail de ces tours particulièrement élégantes avec de jolis donc, balconnets, avec une série donc, de pots à feu, des oculis, des décors de palmettes, de rocailles, de guirlandes de fleurs et de fruits, dont on pourra encore mieux admirer les détails après donc, la restauration qui va être menée. Alors, si on revient un instant en arrière, si vous voulez bien. Voilà, merci. Donc, effectivement, initialement, notre donc, architecte Emmanuel Héré avait prévu de placer entre les 2 tours un groupe donc, de l'horloge encadré par 2 statues des allégories de la foi et de la religion. Mais finalement, cette partie centrale n'a pas été réalisée parce que Stanislas a voulu changer cette partie centrale pour rééquilibrer la façade. Et là, il a fait appel à un ingénieur et aussi architecte, Jean-Jacques Baligan, là connu par... là, il y a un petit fonds d'archives concernant cette construction du groupe de l'horloge aux archives municipales de Lunéville. Et la partie sculptée a été réalisée par Joseph Béchamp, qui est un élève de Barthélemy Guibal.
Et ce groupe sculpté montre effectivement Chronos, allégorie mythologique du temps, encadré par une série d'angelots, mais c'est un groupe plus gros que ce qui était prévu initialement et qui va peut-être un tout petit peu déséquilibrer la façade. Donc si on résume la diapositive qui suit, on a donc plusieurs étapes, la partie inférieure, la partie médiane, probablement due à Nicolas Jadot, la partie supérieure d'Emmanuel Héré et le groupe sculpté, donc intermédiaire. Alors la façade est bien sûr surtout concernée par les travaux, mais elle donne accès à l'intérieur de l'église, un intérieur que nous pouvons encore admirer ce soir, qui témoigne des grandes heures de la Lorraine au XVIIIe siècle. Une église intérieure qui a été consacrée le 20 octobre 1745, le jour du 68e anniversaire de Stanislas, qui finance des travaux, mais voilà, on a voulu lui faire plaisir en mettant en place une consécration le jour de son anniversaire, et une église qui est donc toujours sous le vocable de Saint-Remy, mais dans laquelle on a aussi transféré le titre paroissial de Saint-Jacques. Elle est donc l'église désormais paroissiale de Lunéville, tandis qu'on détruit l'ancienne église donc, de ce nom sur la place Saint-Jacques actuelle. Et c'est dans cette église Saint-Jacques d'aujourd'hui que Stanislas assiste aux messes le dimanche lorsqu'il est présent à Lunéville. C'est là qu'il vient faire ses pas, comme on dit, c'est-à-dire qu'il vient se confesser et communier donc à Pâques. C'est là qu'ont lieu donc les baptêmes, les mariages, les funérailles. Après la Révolution qui marque la fin des ordres religieux, l'abbaye Saint-Remy disparaît et le titre de Saint-Jacques va seul demeurer lorsque le culte reprend en 1795 et lorsque la paroisse est réinstituée en 1803. Alors, l'intérieur de l'église se présente comme une église de type halle, avec une nef centrale et deux collatéraux de même hauteur, de style assez classique, qui présente des similitudes avec Saint-Sébastien de Nancy, qui est dû à Jean-Nicolas Génesson, d'où l'attribution de cette partie inférieure à Jean-Nicolas Génesson. Donc on retrouve, vous voyez, 4 travées, des colonnes renflées donc ioniques, mais la différence, c'est la couleur. Cette couleur jaune qui a été restituée lors de la restauration en 1990, qui correspond à la couleur d'origine retrouvée par les pigments dans les parties hautes lors de la restauration, qui a donc été voulue par Stanislas et mise en place par son architecte Emmanuel Héré, qui s'est chargé de la décoration intérieure. Une couleur jaune dite Marie-Thérèse, qui rappelle l'Europe centrale et orientale, chère donc à Stanislas, où cette couleur jaune se retrouve dans les églises, mais aussi donc les palais. Et puis il y a tout un magnifique décor de stuc dans les parties hautes, qui présente là encore de fortes similitudes avec ce que l'on trouve au château donc, de Lunéville. Alors effectivement, c'est une église halle qui correspond à l'esprit de la réforme catholique en riposte au protestantisme et qui met l'accent sur des belles cérémonies intérieures avec un déploiement possible par l'espace, avec une certaine luminosité et l'accent mis donc sur le chœur et l'autel où l'on célèbre l'Eucharistie et qui rappelle la présence réelle du Christ dans le style donc consacré, qui est un sujet de discussion, vous savez, avec les protestants. Donc c'est vraiment une affirmation du catholicisme que cette église, donc Saint-Jacques. Alors sous le chœur se trouvait une crypte, appelée initialement aussi caveau, qui renfermait, d'après les textes, une quarantaine de sépultures, en plus de celles des chanoines. Alors on trouve surtout des membres de la cour donc de Stanislas. Alors parmi les personnalités, Émilie du Châtelet, qui a été enterré d'abord dans le caveau des chanoines, avant que ses ossements soient transférés au début du XIXe siècle au fond de cette église, où il se trouve encore. On trouve parmi donc, les sépultures celle de sa petite-fille Adélaïde. Contrairement à une idée longtemps répandue, sa petite-fille n'est pas morte à la naissance, elle a été baptisée dans la chapelle du château de Lunéville, avec Stanislas comme parrain, porte le prénom d'Adélaïde, et elle est morte à l'âge de 2 ans en nourrice. Alors, on trouve également parmi donc, les sépultures celle d'Élisabeth Horry, la femme du chancelier Chaumont de la Galésière, chargée de préparer ce rattachement donc, à la France, qui est honni par les Lorrains. Et on trouve aussi donc, la sépulture de la fille donc, de Chaumont de la Galésière, Marie-Catherine. Alors, au centre de cette crypte a pris place un monument funéraire dans lequel le 24 février à 21h ont été déposées donc, les entrailles de Stanislas, décédé donc, la veille au château de Lunéville.
Alors, ce monument commémoratif a été donc profané à la Révolution, vidé de son contenu, et il ne restait que des éléments donc épars qui ont été reconstitués à l'instigation de la ville de Lunéville en 1858 pour donner un cénotaphe qui se trouve encore donc dans cette église. Alors, cette église Saint-Jacques, c'est aussi une galerie de superbes tableaux qui émanent des plus grands peintres lorrains du XVIIIe siècle. Jean Girardet, qui a travaillé au château de Lunéville, mais aussi donc à Commercy et à Nancy, notamment au Salon Carré de l'Hôtel de Ville, et auquel on doit ici à Saint-Jacques plusieurs tableaux, Saint-Joseph, la crucifixion ici tout proche, et puis donc le grand tableau au cœur du baptême donc de Saint-Rémy, de Clovis par Saint-Rémy, titulaire donc de l'église abbatiale, avec effectivement un trompe-l'œil qui prolonge la perspective donc de l'église. Et puis, il y a d'autres artistes qui ont travaillé, comme Nicolas Bedan, auquel on doit Saint-Augustin et les sœurs donc, de Notre-Dame, un tableau visiblement réalisé pour la béatification de Saint-Pierre Fourier en 1730. Alors, les sœurs de Notre-Dame ont été fondées par Pierre Fourier et Alix Leclerc, et les sœurs de Notre-Dame sont un peu, disons, le pendant masculin des chanoines de notre Sauveur. Et puis, autre peintre lorrain connu, Charles-Félix Munier, auquel on doit donc ce tableau de Saint-Jean de la Croix, qui vient visiblement de l'ancien couvent des Carmes, sur la place de ce nom donc à Lunéville, qu'on aperçoit à l'arrière-plan donc de la toile. Alors, on a fait aussi appel dans cette église à des peintres étrangers, en l'occurrence un peintre italien qui a récemment été identifié, Paolo Pagani, un peintre qui vivait à Bologne et qui est mort à Milan et qui a réalisé cette Sainte Famille et Saint Ignace. Alors, les chanoines de notre Sauveur se rendent souvent en Italie. Au Val d'Aoste, ils y vont plusieurs fois par an, et c'est certainement à cette occasion qu'ils ont commandé donc ce tableau donc de la Sainte Famille avec Saint Ignace de Loyola, qui était aussi une référence importante chez les chanoines de notre Sauveur. Et puis, des peintres flamands ont aussi laissé des toiles. Alors, ce Saint-Antoine de Padoue, qui a été identifié il y a quelques années par une chercheuse de l'Université de Bruxelles, qui est en fait un élève de Rubens et qui a réalisé donc ce tableau de Saint-Antoine de Padoue, qui n'était visiblement pas fait pour Saint-Rémy, qui vient d'un couvent peut-être de Vic-sur-Seille, peut-être des Sœurs Grises de Lunéville, qui était sous le vocable aussi de Saint-Antoine de Padoue, mais en tout cas, il a intégré assez vite les collections quand même de Saint-Jacques. Et puis un tableau du flamand Van Schuppen, qui a travaillé sous Léopold, et qui vers 1730 aurait donc réalisé cette institution du rosaire, la Vierge Marie qui remet le rosaire à Saint-Dominique et Sainte-Catherine donc, de Sienne, et qui était certainement le tableau d'une confrérie active du rosaire qui avait effectivement son siège dans cette église Saint-Rémy. Alors, cette église, c'est aussi le lieu où on trouve des sculptures d'artistes réputés en Lorraine, comme François Vallier, fils donc de Jean Vallier, qui a travaillé avec lui donc, au château de Lunéville et qui a réalisé ici à Saint-Rémy-Saint-Jacques ses plus belles œuvres, de magnifiques boiseries qu'on voit peut-être plus suffisamment, à savoir donc le magnifique tambour d'entrée qui est superbement sculpté, et c'est vrai qu'on passe dessous sans trop le regarder. Alors, levez les yeux, vous verrez qu'il est absolument exceptionnel. Les superbes stalles, les 38 stalles, donc vous prenez place des chanoines pour chanter les heures donc, de jour et de nuit, des stalles sculptées avec une alternance d'objets liturgiques et d'instruments de musique, et puis cette chaire qui est vraiment exceptionnelle, c'est la plus belle chaire de Lorraine, avec effectivement la cuve, et puis surtout donc, la bavoie, qui est accompagné par une guirlande de fleurs et de fruits. Et vous voyez même le détail donc, sculpté à l'intérieur donc, de la bavoie avec une série donc, de quitangelots dans les nuées. Donc de magnifiques sculptures. Alors, autre sculpteur aussi qui aurait visiblement travaillé ici, Barthélemy Guibal. C'est à lui qu'on attribuerait les deux statues donc, qui coiffent les tours, Saint-Michel et Saint-Jean Népomucène. Alors Saint-Michel partiellement démonté en 2005 parce qu'il y avait déjà des chutes de pierre. Vous voyez le détail de la tête de Saint-Michel qui est absolument superbe. Et on voit l'intégralité de la statue donc, vers 1900.
Et effectivement, c'est une bonne nouvelle si cette statue pourra retrouver son intégralité par une restauration sous forme apparemment d'une copie. En tout cas, les Lunévillois seront vraiment très heureux de pouvoir la retrouver. Et puis donc Saint-Jean-Népomucène qui a besoin aussi d'un petit toilettage. Alors, on l'attribue par tradition, quelques éléments stylistiques plaident aussi pour cette attribution. Alors, des recherches menées il y a quelque temps sur la sculpture en Lorraine au XVIIIe siècle permettraient aussi d'attribuer le quatuor d'anges musiciens qui borde la tribune d'orgue également à Barthélemy Guibal. En fait, il y a des similitudes entre certains éléments de ces anges au niveau des cheveux et des yeux avec des statues attribuées là clairement à Barthélemy Guibal sur la place Stanislas, en bordure de la place Stanislas. Et donc, ce serait visiblement à lui qu'on devrait donc ces sculptures. Et puis effectivement, cette église renferme aussi deux magnifiques autels baroques qui ont pris place dans les bras donc, du transept. Deux autels que des plans récemment retrouvés permettent d'attribuer aujourd'hui à l'agence d'Emmanuel Héré, c'est-à-dire à l'équipe donc, de l'architecte Emmanuel Héré. Alors effectivement, il s'agit de l'autel du Sacré-Cœur. La statue du Sacré-Cœur a été installée en 1886. Alors, initialement, il y avait un retable, il y avait un tableau. Et puis, pour la Vierge, c'était la même chose. Donc, on a effectivement l'autel de la Vierge qu'on voit dans l'état de 1893. Vous savez qu'il y a eu des parties qui sont tombées, il y a eu des disparitions. Malheureusement, les quelques éléments conservés se trouvent actuellement à l'abri dans les réserves du château de Lunéville. Mais donc, un dessin récemment retrouvé à Hambourg, un peu de manière fortuite, a permis de voir l'état initial de ce retable, avec effectivement au centre une toile, la toile en fait de la Vierge de l'Annonciation, qui se trouve en fait au fond de cette église, hein, qui était initialement au centre de cet autel. Alors c'est vrai que là encore, c'est un élément du patrimoine de Lunéville qu'il faudrait véritablement restaurer. Malheureusement, nos yeux s'habituent un petit peu à le voir en piteux état, mais ce serait bien de pouvoir un jour restaurer donc, cet autel de la Vierge. Enfin, je terminerai par un élément absolument exceptionnel qui est en revers justement de la façade et qui a besoin donc justement de cette restauration de la façade pour pouvoir continuer à s'inscrire dans la durée. Il s'agit donc d'un buffet d'orgue exceptionnel car c'est le seul réalisé au monde, en Europe mais très certainement au monde, à tuyaux cachés, qui en fait réalise un peu donc les principes de l'art baroque, c'est-à-dire jouer sur l'illusion, faire croire que ce sont finalement les boiseries qui émettent des sons. Car effectivement, derrière un décor d'architecture somptueux se dissimule près de 4000 tuyaux, 3990, et un ensemble donc tout à fait exceptionnel qui est le fruit d'une belle collaboration entre un facteur d'orgue, Nicolas Dupont de Malséville, auquel on doit aussi les ors des cathédrales de Nancy, de Toulette, Verdun, l'architecte Emmanuel Héré, qui en a fait un véritable décor d'architecture, et le peintre André Joly, auquel on doit le trompe-l'œil de l'arrière-plan. Un trompe-l'œil qui représente en fait des portes qui s'ouvrent vers un jardin menant vers l'infini. C'est en fait les portes du ciel. Voilà. Ce qui peut faire dire que Lunéville est l'antichambre du paradis. Toujours est-il que ce décor montre que la musique sacrée élève l'âme et elle entraîne effectivement vers le ciel et donc permet aux hommes donc, de donner le meilleur d'eux-mêmes et de pouvoir effectivement un jour gagner donc, le paradis. Alors effectivement, cet ensemble exceptionnel est marqué par toute une série d'influences, à la fois autrichiennes, bavaroises, italiennes, parce que ce trompe-l'œil de l'arrière-plan repose en fait sur des principes mathématiques assez sophistiqués qui correspondent à la technique de la quadratura, théorisée par le père jésuite Andrea Pozzo donc, à Rome, qui se sont répandus en Europe et notamment en Lorraine par l'intermédiaire d'un Italien Bibbiena venu travailler à l'opéra de Nancy et qui ont donc largement essaimé en Lorraine, mais qu'on trouve ici appliqué magnifiquement à Saint-Jacques.
Et puis enfin, ce buffet d'orgue sous son décor est le témoin des grands décors mis en place par Stanislas dans les appartements du cours et plus encore dans les pavillons qui parsemaient le parc des Bosquets, qui ont malheureusement tous disparu, le trèfle, le kiosque, le pavillon de la Cascade, dont on a un témoignage du type de décor qu'on pouvait y voir grâce à cet orgue de Saint-Jacques et à son décor bien conservé. Voilà, je vais m'arrêter là pour simplement dire qu'il s'agit d'un ensemble exceptionnel, non seulement dans l'histoire de Lunéville, mais dans celle de la Lorraine. Dans l'histoire de Lunéville, parce qu'effectivement, cette église témoigne de la foi des communautés chrétiennes qui se sont succédées ici depuis 1000 ans. Elle témoigne aussi du rôle pastoral qu'ont pu y jouer durant 6 siècles les chanoines réguliers qui ont animé donc la vie spirituelle à Lunéville et dans les environs. Elle témoigne aussi, cette église, des liens étroits qui unissent donc Saint-Rémy et le château de Lunéville. Cette église donc, se situe aussi dans l'histoire de la Lorraine. Elle est révélatrice d'un âge d'or qu'a connu le duché de Lorraine au XVIIIe siècle, mais aussi de sa position de carrefour culturel entre la France et l'Allemagne, entre la Flandre et l'Italie, et une Lorraine qui a su s'enrichir de ses différentes influences artistiques, culturelles, littéraires, et donc en faire véritablement une magnifique synthèse. Saint-Jacques, donc, en tout cas, est un beau témoignage de ce génie des Lorrains qui ont su donc se nourrir de différentes influences. Et donc, merci infiniment à la Fondation du patrimoine d'aider les Lunévillois à la restaurer. Et merci donc à la restauratrice de mener à bien donc ce chantier. Et en tout cas, on fera, je crois, tout pour essayer de vous aider dans cette démarche. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, donc Camille André, je suis architecte du patrimoine. J'ai une agence avec mon époux et associé à Nancy, Atelier Grégoire André. Nous sommes spécialistes de la restauration de monuments protégés au titre des monuments historiques. Voilà, donc c'est un métier que l'on fait depuis plus de 20 ans, avec beaucoup de plaisir en Lorraine. Donc je vais vous présenter la partie restauration en fait, hein, pourquoi ce projet s'est élaboré d'abord. Donc le cadre d'une opération de travaux, c'était la façade nord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette chute de pierre, surtout depuis le massif de l'Horloge. Donc un enjeu de sécurité du public avec des purges qui ont été réalisées tout de suite et puis des investigations et une étude de diagnostic de cette façade qui nous a été commandée pour voir quelle était l'ampleur des dégâts et puis surtout pourquoi on avait eu ces chutes de pierre. Forcément, on fait des études, on va voir toutes les archives, hein, et notamment dans les archives de la médiathèque du patrimoine, puisque c'est un bâtiment qui est classé. Donc tous les travaux qui ont été réalisés sous la houlette de l'État depuis le classement au titre des monuments historiques sont archivés à la médiathèque du patrimoine. Et là, on voit que déjà, en 1900, Lanternier, donc l'architecte de Nancy Thermal, justement, décrit déjà un bâtiment en très mauvais état. Et on trouve successivement des quantités de devis réalisés pour purger cette façade, remplacer des pierres, consolider la statuaire et des décisions en fait de ne faire que le strict minimum, des petits rejointoiements, des petites purges, des bouchons pour des questions d'économie. Donc ça veut dire que depuis plus d'un siècle, effectivement, cette façade se dégrade petit à petit, à bas bruit, comme on l'a dit très justement, et qu'il était temps de faire des travaux. Alors, on va s'occuper, donc là vous avez les plans de différents niveaux. Hein. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez quand je parle sans micro. Pas trop. Je ne sais pas si je peux le... Voilà.
Donc vous voyez les différents plans, le niveau du rez-de-chaussée, où on voit les 2 tours, la tribune et les escaliers qui montent au comble, un étage au-dessus, et puis après là, on est aussi encore au-dessus, presque au niveau des combles, et les 2 tourelles. Donc en fait, quand on travaille sur la façade, forcément, on va travailler sur la façade et puis sur le retour de chaque tour. Hein, donc on ne va pas intervenir dans les combles, mais on va intervenir sur les façades. Forcément, on va avoir du travail à faire au niveau des planchers, parce que vous savez que les planchers dans une tour, c'est en fait ce qui la consolide, c'est un cerclage. Donc la première chose à faire quand on travaille sur une tour, c'est de vérifier qu'on a des planchers en bon état, puisque c'est ce qui donne la cohérence en fait à la tour. Et voilà, et on travaille également notamment sur les planchers de la tour Est et sur la chambre des cloches. Donc ça, je vais vous expliquer après. Alors, une opération comme ça, c'est une opération d'envergure. Donc là, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On a la maîtrise d'ouvrage qui est la ville de Lunéville, qui est accompagnée en fait d'un bureau de contrôle technique. Donc c'est lui qui vérifie la conformité du projet au point de vue de la sécurité des ouvrages. Et puis qui est accompagné également par un coordonnateur de sécurité. Donc c'est la sécurité des travailleurs qui vont travailler sur le chantier, mais également des travailleurs qui vont travailler après le chantier au niveau de l'entretien. C'est-à-dire que tous les accès aux cloches, etc., il faut que ce soit sécurisé et conforme au code du travail. Et c'est vrai que dans un édifice comme celui-ci, vous imaginez bien que tous les accès aux cloches, aux combles, sont absolument pas conformes. Donc il y a un effort à faire justement pour qu'il y ait des lisses, des lignes de vie, etc., pour que notamment les personnes qui s'occupent de l'entretien des cloches puissent aller les entretenir sans risquer leur vie. Et puis donc une équipe, l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc l'atelier Grégoire André, donc c'est l'architecte du patrimoine. Bien sûr, on est accompagné d'un bureau d'études structure, puisque là on a clairement il fallait vérifier effectivement la structure de la façade, surtout avec des tours qui culminent à plus de 50 mètres. On a un bureau d'études fluides parce qu'on a de l'électricité et on a notamment la sécurité incendie des tours et des combles. Donc là, effectivement, on voit que dans le contexte, on a eu quand même de graves dégâts sur d'autres édifices d'importance. Et là, c'est toujours quelque chose à revérifier et à se garantir de tout risque d'incendie. Et puis, on a l'expertise sculpture. Donc, on a un restaurateur de sculpture, on en a 2 même, qui ont expertisé la statuaire, qui ont fait des prélèvements pour connaître la pierre, sa provenance, l'état aussi, parce qu'il y a eu des quantités de ragréage depuis le 19e siècle. Donc, on a en fait tout un éventail de l'histoire du ragréage avec tous les matériaux possibles, du silicone, du ciment, enfin des quantités de choses. Et puis aussi, eh bien, effectivement, on voit l'intérêt d'avoir des chercheurs en histoire qui nous consolident en fait, parce que ce qu'on trouve en fait, sur place, hein, de la matière, on le vérifie aussi par rapport à l'histoire et c'est un échange. Et des fois aussi, ce qu'on trouve en archives, eh ben, c'est pas exactement ce qui a été fait sur place. Donc ça, c'est toujours nécessaire et ça entretient en fait la connaissance du bâtiment. Et puis vous avez aussi un partenaire important, la DRAC Grand Est, un partenaire financier, mais c'est aussi un partenaire scientifique. C'est-à-dire que depuis le début de l'étude, au titre du contrôle scientifique et technique, on a un ingénieur de la DRAC avec qui on discute et on élabore le projet et on le fait valider, ça depuis les études et pendant le projet. C'est-à-dire que quand on découvre quelque chose ou qu'on a besoin aussi d'un conseil, on partage avec la DRAC, on partage le projet. Et on prend des décisions ensemble. Alors c'est très enrichissant, c'est pas seulement, c'est aussi contraignant, mais c'est aussi enrichissant parce que quand on a des décisions à prendre, c'est toujours beaucoup mieux d'être plusieurs et c'est toujours beaucoup plus enrichissant. Et puis effectivement, eh bien, on a l'Adréal, puisqu'on a des faucons pèlerins qui sont dans les tours. Donc là, il faut aussi faire avec, c'est-à-dire qu'il faut aussi construire le projet avec, avoir certaines compensations, notamment au niveau du chantier. Voir comment on peut justement partager ces tours avec les faucons. Et puis on a effectivement cet orgue
Donc là aussi, on va travailler juste au-dessus. Donc on a eu des réunions avec la DRAC, avec le conservateur de l'orgue, avec la personne en charge de l'entretien de l'orgue, pour savoir comment on allait protéger cet orgue, parce qu'effectivement, il est unique. Les tuyaux sont cachés, mais ils sont comment dire, à ciel ouvert. Donc sensible à toute poussière, voilà. Donc moi j'aurais préféré qu'il soit vraiment caché. Voilà. Donc là effectivement on a fait une réunion sur place pour voir comment on allait procéder pour que pendant le chantier on n'ait pas de dégâts sur cet orgue. Alors les caractéristiques de l'édifice, donc Madame Guillon l'a déjà évoqué. Donc bon, alors on commence, on fait des relevés. On a eu des relevés géomètres aussi. Donc ça c'est très important d'avoir un très bon relevé géomètre pour avoir la réalité du bâtiment et notamment ses déformations. Et donc on a redessiné la façade et vous voyez ce massif qui a été rapporté, en 1749. Donc quelque chose quand même d'assez énorme sur un fronton et à l'origine un massif qui était beaucoup plus petit. Donc effectivement on a une incidence sur la descente de charge et on le verra, il y a eu quand même il y a une pathologie, c'est pas il y a eu au départ et ça s'est prolongé dans le temps. Donc il y a un problème de descente de charge clair au niveau du fronton et notamment de cette plate-bande du fronton qu'il a déjà fallu renforcer en 1981 et qu'on va à nouveau renforcer puisque cette première consolidation était insuffisante. Voilà, on peut passer à la prochaine. Donc voilà, donc on travaille toujours bien sûr avec ces documents d'archives où on voit ce groupe, le groupe de l'horloge là. C'est un dessin très intéressant parce que c'est exactement ce qui a été fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est les enfants ailés et les petits au niveau du fronton et autour de l'horloge, ils avaient des petits attributs en cuivre, puisqu'on a trouvé effectivement, alors les archives municipales de Lunéville, c'est un bonheur. Il y a exactement le descriptif, le mémoire de la commande de ce groupe. Et effectivement, chaque petit enfant ailé a un petit attribut en cuivre et décrit. Et donc, on va pouvoir les restituer. Donc ça, c'est très important. On voit en fait la cohérence entre le dessin, les archives et ce qu'on a sur place. Puisqu'après, on a vérifié sur place s'il y avait des vestiges ou pas d'attributs ou d'ailes, etc. Et là, donc, une photo assez ancienne, on voit déjà que le cadran, c'est pas celui qui existe. Le groupe sculpté, là, je voulais encore assurer pour voir vraiment l'impact de ce groupe sur la façade. Il faut savoir aussi qu'aux archives municipales, on a trouvé le devis du cadran de l'horloge, donc qui était en bois, parce qu'on ne faisait pas autre chose à l'époque, avec une teinte azur, mais ce n'est pas l'azur bleu ciel, c'est l'azur héraldique, donc c'est un bleu un peu violet, c'est ce qu'on appelle le bleu roi, voilà, avec des chiffres dorés, avec des aiguilles, avec la fleur de lys, etc. Alors la prochaine, voilà, donc en fait c'est vrai qu'on a un programme décoratif exceptionnel, non seulement parce qu'effectivement on a beaucoup de décorations sculptées sur la façade, qu'on a également des sculpteurs assez majeurs pour l'époque, et ce qui est décrit dans le devis, c'est ces enfants ailés qui sont en calcaire, en pierre de Savonnière, donc c'est une pierre blanche, et sur une façade en grès bigarré de Mervillers, donc ça on l'a trouvé également dans le mémoire des travaux. Donc en fait, clairement, on a décidé de mettre en valeur, de faire ressortir ces enfants ailés sur la façade. Aujourd'hui, on ne le voit plus du tout puisque la façade est sale, parce qu'il y a eu des quantités de petits... on a rapporté des pierres un peu calcaires là où il ne devait pas y en avoir, mais la restauration, elle a pour but aussi de faire ressortir ce style très baroque où on a ces groupes en pierre blanche qui se détachent de la façade en grès. Et les statues sommitales de Saint-Jean-Népomucène et Saint-Michel sont également en calcaire, pour qu'elles se détachent en fait des tours.
Donc vous voyez aussi avec, bon, ça c'est des décors plutôt architectoniques, on n'est plus dans de la sculpture de statuaire, mais on a effectivement les chapiteaux ornés, le fronton, avec encore l'inscription qui a été bûchée au Dieu de paix, qu'on lit encore, avec cette rocaille en fait tout à fait caractéristique. Il faut dire, enfin moi je ne viens pas de Lorraine, je viens d'Île-de-France, et c'est vrai que ces décors en rocaille, on les trouve quand même très peu dans le reste de la France. Donc c'est vraiment quelque chose de remarquable. Cette façade est vraiment remarquable. Alors, comme toute architecture du XVIIIe, c'est une architecture armée, c'est-à-dire que, comme déjà les cathédrales au Moyen-Âge, on a toute une structure armée. Donc là, vous voyez, c'est un traité d'architecture qui est contemporain de la construction de l'église. On a quantité de tirants justement dans ces fameuses plates-bandes. En fait, c'est des grands linteaux faits de plusieurs pierres. On a des grands tirants, et puis avec des épingles qui plongent dans les colonnes, hein, pour stabiliser tout ça. Et donc, vous voyez, c'est aussi une origine de pathologie, puisque quand on a les scellements étaient faits en plomb, quand le scellement est défaillant, eh ben, on a l'eau qui rentre, qui oxyde, parce que c'est du fer, donc qui oxyde le fer quand il s'oxyde, il gonfle, et ça fait exploser les pierres. Donc ça, c'est une photo d'une restauration dans les années 80. Actuellement, effectivement, les tours, donc ces tours qui sont très élancées avec des lanternes comme ça, avec des grandes baies, eh ben, on a 2 rangées de tirants qui cerclent ces lanternes. Vous en voyez un là, et effectivement, là où on a le scellement de la fixation du tirant dans la pierre, on a toujours des risques, et c'est ça aussi ce qu'on va vérifier, et on a quelques tirants également qui manquent. Alors ça, c'est aussi les archives municipales. On a retrouvé en fait le devis de la réalisation de la chambre du guetteur. La chambre du guetteur, elle est dans la tour ouest. Alors c'est vrai que ça, c'est aussi historique, c'est-à-dire qu'on avait une tour qui était dédiée aux bourgeois, avec la chambre du guetteur, et on avait une tour paroissiale, hein, avec les cloches de l'église. Et je crois qu'on avait quand même quelques cloches aussi dans la tour ouest, mais qui étaient pour sonner les heures. Voilà. Mais voilà, donc côté tour ouest, si vous voulez, à droite de la façade, quand on regarde la façade, c'était la tour des bourgeois, avec les cloches des heures et la chambre du guetteur. La chambre du guetteur qui était là qui permettait en fait un guetteur qui y habitait, et qui surveillait en fait les champs, les incendies, les invasions, etc. Et vous voyez, on avait même une petite potence avec une poulie pour lui monter son repas. Et donc dans le devis, on a également trouvé qu'il y avait un petit fourneau, etc. Voilà. Et exactement la façon dont c'était construit, avec le cubage du bois. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et bon, aujourd'hui, qui est en très mauvais état. Alors, on a fait bien sûr un diagnostic structurel, puisqu'on a quand même eu un peu peur quand les pierres sont tombées. Donc, on a fait des sondages techniques, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qu'il y avait dans le sol, quelle était la nature du sol. Est-ce qu'on avait des argiles qui gonflaient? Est-ce qu'on avait une nappe phréatique très haute? Est-ce qu'on avait des fondations aussi qui étaient assez profondes, qui étaient en bon état et qui étaient suffisantes pour la descente de charge? Donc ça a été plutôt rassurant. On s'est renseigné aussi pour savoir si on avait des cimetières, parce que vous savez que les cimetières, en fait, ça fait un sol hétérogène, avec des fosses qui peuvent se remplir d'eau. Voilà. Donc là, effectivement, il n'y a pas de cimetière, donc ça, c'était une bonne chose. On a vérifié la descente de charge au niveau du groupe de l'horloge. Et voilà, donc ça, c'est le schéma du BET structure. Donc vous voyez ici que ces murs-là, en fait, qui sont entre vous avez ici la façade, le massif avec le fronton. Ici, vous avez chaque tour. Donc forcément, c'est ce mur-là du milieu qui reprend non seulement la descente de charge de l'horloge, qui descend ici, une moitié, et puis il y a l'autre moitié de la tour qui descend sur ce mur-là. Donc en fait, ce sont ces murs-là
qui sont les plus chargés. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu un tassement. Je pense que quand on a rapporté le groupe de l'horloge, il y a eu un tassement du fronton. Et puis il y a de telles différences entre ces trois éléments qu'il y a eu un fractionnement. Il faut dire que ces édifices, ils sont construits sans joint de fractionnement ou joint de dilatation. On le fait maintenant. À l'époque, on ne le faisait pas. Donc forcément, ces joints de fractionnement ou de dilatation, ils se font naturellement. Et là, ils se sont faits là où c'est le plus faible, c'est-à-dire qu'ici, on a les 2 escaliers qui montent autour, on a un mur très très fin, donc forcément, c'est là que le joint de fractionnement s'est fait, et c'est pour ça que vous avez des fissures en façade entre chaque colonne, vous avez une fissure sur l'escalier, sur toute la hauteur. C'est pas très grave, on va le conserver parce que c'est le joint de fractionnement de l'édifice et de dilatation. En fonction des saisons, on a du métal, on a de la pierre, on a des quantités de métaux différents qui se dilatent et qui se rétractent. Voilà. C'est pourquoi on a instrumenté le bâtiment pour savoir comment il se comporte, comment il se dilate et comment il se rétracte. Voilà. Donc actuellement, vous voyez, il y a toutes les petites jauges qui sont à l'intérieur mais également à l'extérieur. Ça nous permet de mesurer tous les 3 mois la façon dont le bâtiment se dilate et se rétracte. Alors l'état sanitaire, voilà. Donc de façon générale, sur le parement, c'est assez courant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la pierre, c'est l'eau. L'eau, elle rentre dans la pierre, elle sèche plus ou moins vite. Quand elle est au nord, elle sèche lentement, donc on a des développements de mousse, etc. Quand elle est au sud, elle sèche très rapidement, et puis elle se met, donc elle va dans le grès. Alors le grès, c'est une pierre vraiment très particulière, qui a des quantités de choses à l'intérieur, des oxydes, des tas de trucs. Donc quand l'eau pénètre, elle va baigner tous ces petits oxydes. Et puis après, elle se met à sécher. Et puis quand elle a des sels, les sels gonflent. Et puis ça fait éclater les pores de la pierre. Et puis quand c'est au sud aussi, c'est-à-dire qu'on a des épisodes de séchage. En fait, on a une transpiration très régulière et fréquente. Donc en fait, les pores de la pierre, ils sont très sollicités par ce phénomène d'évaporation et ils se dégradent d'autant plus vite. Ce que vous voyez là, donc c'est la façade sud. Donc sur les façades sud, on a des pierres dégradées par ce phénomène d'évapotranspiration. Sur la façade nord, on a peu de séchage, donc on a beaucoup de lichen, etc. On a du gel puisque l'eau est conservée. Sur la façade ouest, on a une façade qui est très exposée aux pluies. Donc là, elle est très mouillée, donc on a un autre type. Et puis, on a aussi tous les problèmes des armatures qui se sont oxydées parce que les scellements sont défaillants. Et on a aussi, vous voyez, là c'est l'angle du fronton, c'est les écoulements des eaux. Si on ne protège pas, donc c'est le coin l'angle du fronton, donc là on a beaucoup d'écoulements d'eau. Si on n'a pas de protection, à un moment, justement, la pierre se dégrade. Donc c'est des choses assez courantes. Et puis on a eu tous ces travaux assez inadaptés ou manque de travaux, donc qui font que cette façade est très dégradée aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez les développements de lichen, les lichens, algues sur les parties hautes. Il faut savoir qu'aussi on a des tours qui sont bien au-dessus du vélum de la ville, donc qui ne sont absolument pas protégées par un autre bâtiment qui peut les abriter. Donc en fait, elles se prennent les vents, la pluie, la neige, vraiment de plein fouet. Avec effectivement des pots à feu qui sont tombés, alors surtout sur la tour ouest, c'est la tour la plus exposée. Qui ont été déposées, et puis vous avez des pierres qui se sont éclatées parce qu'on a des tirants à l'intérieur qui ont explosé. Vous voyez là ici la tour ouest avec la petite chambre du guetteur. Alors des sculptures qui sont vraiment défigurées
par des ragréages complètement inadaptés, des ragréages avec des oxydes métalliques. Bon, mais ça, c'est des choses qu'on faisait dans les années 50 et 60. Voilà, Maintenant, on a beaucoup plus évolué, on fait beaucoup plus attention, on fait beaucoup moins de chimie, on teste aussi beaucoup plus, et puis on va aussi chercher dans les archives pour savoir quelle était la pierre d'origine. Donc là, on connaît le grès d'origine, et on va chercher vraiment une pierre très similaire à ce grès bigarré. Donc là, vous avez un état sanitaire où on a repéré les fissures. Donc vous voyez les fissures au niveau du fronton, avec à droite et à gauche de l'axe central. Ça, c'est vraiment des fissures qui sont dues à la descente de charge résultant du groupe de l'horloge, et puis qui a entraîné également une fissuration axiale, puisque du fait de la descente de charge, ça s'écarte. Donc ça a été... sur les plus anciennes photos, on voit déjà ces fissures. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est passé tout de suite et qui évolue très lentement. C'est pourquoi on va renforcer, en fait, en sous-face du linteau du fronton, on va renforcer, on va consolider. Voilà, donc là vous voyez, c'est le bras d'un enfant ailé. Ici on a du grès et ici on a du calcaire, donc rien à voir avec la pierre d'origine. Donc ça, c'est des choses qu'on va défaire. Et puis d'ailleurs, le bras n'était pas dans cette position-là, donc on va retrouver avec le sculpteur, par rapport à l'épaule, on va retrouver le vrai mouvement, et puis on va s'aider aussi du dessin, et on va pouvoir restituer un bras beaucoup plus conforme. Et vous voyez là-haut, en haut à droite, vous voyez, on voit un arrachement, ça c'est l'arrachement d'une aile. Donc en fait, on a pu comparer avec ce qu'on a vu, ce qu'on voit sur place, et le dessin qu'on a trouvé au château de Lunéville. On avait vu que cet enfant était ailé, donc on va lui restituer une aile. Alors la tour ouest, donc la plus abîmée, vous voyez en partie haute les tirants qui en fait raidissent la tour avec des scellements très dégradés. Donc là effectivement on va travailler sur les scellements. En ce qui concerne la statue, alors pour l'instant, on a fait une investigation à la nacelle, on est monté à 45 mètres. Alors déjà c'est haut. Donc on peut pas monter à 53 mètres, c'est pas possible. Donc on va monter l'échafaudage. Une fois que l'échafaudage est sur place, le sculpteur fera un constat d'état de la sculpture de Saint-Jean, et on verra si on la maintient ou si on fait une copie en pierre calcaire, en pierre de Savonnière. Voilà, en fait, c'est aussi un enjeu de conservation non seulement de la matière d'origine, de la sculpture, etc. C'est-à-dire qu'elle est là depuis le XVIIIe siècle, elle a bien vécu. À un moment, si on la maintient encore sur place, on va contribuer à la dégrader davantage, donc on risque de perdre l'œuvre d'origine. Donc il vaut mieux, pour la conserver, faire une copie, mettre la copie exposée aux intempéries, et conserver l'œuvre d'origine quelque part pour que là on puisse la transmettre à nos descendants. Alors l'enjeu là-dessus aussi, c'est donc cette chambre du guetteur qui est en ruine, qu'on va reconstruire, parce que c'est la mémoire aussi du fonctionnement de l'église. Donc c'est très important de la conserver. Elle abrite des antennes, donc c'est aussi une façon de camoufler les antennes. Et puis on va également, alors je crois que c'est peut-être après. Là vous voyez, voilà, on a un petit clocher, on a un petit beffroi qui a été rapporté au-dessus de cette chambre. Il faut savoir que ce beffroi, il est entretenu par une entreprise, c'est-à-dire que pour monter, il prend une échelle très très périlleuse pour monter, entretenir ce beffroi. Donc ça, c'est pas possible. Et en plus, le beffroi, donc les cloches sont frappées, donc il n'y a pas de grosses vibrations, il y en a quand même un peu. Et le beffroi, il est accroché au tirant qui cercle en fait la tour. Donc ça aussi, c'est un risque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une transmission de légères vibrations dans le tirant qui le transmet à la maçonnerie qui se fissure. Donc pour prévoir tous ces risques, et puis parce que aussi ce beffroi, vous voyez, il est un peu fait de briques et de broc, on va prendre ces cloches et on va les descendre dans la chambre de cloche
plus bas, sous la chambre du guetteur, où on n'a plus de cloches. Et donc, en fait, on remet ces cloches en place dans la chambre de cloche qui est faite pour ça. On débarrasse la lanterne de ces cloches et puis surtout, on donne un accès beaucoup plus sécurisé aux personnes, à l'entreprise de Campanaire qui est responsable de l'entretien de ces cloches. Ici, vous voyez effectivement donc là Saint-Michel. Donc là, le problème de Saint-Michel ne se pose pas. Il est en très mauvais état, il est même en 1000 morceaux. Donc là, on va reconstituer la statue comme on le peut pour qu'un sculpteur puisse faire une copie en pierre de Savonnières qui soit reposée sur la lanterne. Donc là, ça c'est la chambre de cloche de la tour Est. Là, on a des cloches qui sont entretenues et un beffroi entretenu. Et donc on ne va pas intervenir sur ce beffroi. On va par contre intervenir sur les parements de la tour. Voilà, donc le projet, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Alors, comment on fait des choix sur une façade, puisque vous l'a dit, c'est 5 millions d'euros en opération totale. Donc effectivement, on ne peut jamais tout faire en même temps. Donc il faut faire des choix. Ces choix, en fait, c'est la combinaison de plusieurs enjeux. Donc toujours en premier, la sécurité du public, la sauvegarde du bâtiment, parce que le bâtiment il est protégé au titre des monuments historiques. En fait, la protection au titre des monuments historiques, c'est une reconnaissance nationale. Donc en fait, il y a un enjeu de conservation pour la nation de ce monument. Donc là où on avait le plus de chutes, en fait, l'enjeu, c'est sur ce groupe de l'horloge. Et puis le groupe de l'horloge, il surplombe l'entrée de l'église. Donc là, il y a non seulement un enjeu de sécurité du public, mais un enjeu de sauvegarde du bâtiment et de conservation de ces groupes sculptés qui vraiment est très dégradé. Donc c'est pour ça, la phase 1, c'est la phase centrale, la partie centrale de la façade. Et puis après, c'est la tour ouest, c'est la tour qui est en plus mauvais état, parce qu'elle est très exposée. Donc en face 2, ce sera la tour ouest. Et de façon un petit peu décalée, la dernière tour, la tour est. Alors, bon, vous voyez, on s'est fait un peu plaisir sur... voilà, parce que moi, ce cadran bleu azur, ça m'a plu. Mais c'est toujours, bon, c'est une hypothèse de restauration qu'on a soumise à la DRAC, c'est-à-dire que et puis en plus le cadran actuel, bon, il est assez ancien. Il faudra qu'on vérifie son accroche, c'est de simples agrafes. On aura sans doute aussi une consolidation juste derrière le cadran à faire. Donc c'est l'occasion aussi de se poser la question de est-ce qu'on conserve ou pas ce cadran qui est en polycarbonate, qui date des années 50, voilà. Donc c'est une proposition en fait de restituer le cadran avec cette tonalité d'origine, cet azur héraldique, avec des chiffres en or et avec des aiguilles dorées également. On ne restitue pas la fleur de lys parce qu'il n'y a pas lieu de le faire, mais en tout cas, on redonne la polychromie, hein, puisqu'on restitue également la polychromie, ces pierres de Savonnières sur cette façade en grès rose. Donc c'est cohérent également de redonner cette couleur bleue à ce cadran. La porte, on l'a décrite en fait dans cette couleur assez claire, mais bien sûr on fera des sondages, c'est ce qu'on fait toujours. On fait des recherches de polychromie par stratigraphie, c'est-à-dire qu'on décape toutes les couches de peinture jusqu'à la couche d'origine pour vérifier la couleur d'origine et la restituer. Alors c'est vrai qu'au 18e, on prenait plutôt des teintes claires, hein, c'était toujours du blanc qui était cassé avec du plomb. Alors ça donnait un blanc un peu tirant sur le vert ou avec de l'ocre. Voilà, ça dépendait. Donc ça, de toute façon, ce sera vérifié par des recherches en polychromie. On protège toutes les parties saillantes, bien sûr. On place le tirant sous le linteau. On restaure également, on reconsolide les escaliers et on travaille sur la statuaire. Donc là, vous voyez tout ce travail qu'on fait
par groupe, on numérote les enfants, on regarde ce qui manque et voilà, on note tout ce qu'il faut faire, ouvrage par ouvrage. Donc c'est quelque chose de très précis. C'est aussi dans le dossier de consultation des entreprises où effectivement on note le nombre de bras, le nombre de doigts de pied, le nombre d'attributs, etc. avec effectivement le matériau qui doit être utilisé. Alors la tour ouest, l'enjeu effectivement c'est donc de protéger, bien sûr des nettoyages de pierres, des remplacements de pierres, etc. Des protections de tous les ouvrages saillants pour qu'on n'ait plus de problème de ruissellement d'eau. Et puis la restitution de la chambre du guetteur, la descente des cloches et la restitution aussi, enfin la restauration ou la restitution de Saint-Jean-Népomucène. Alors, je crois que je vous ai fait la prochaine. Voilà, donc ça c'est la coupe, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, avec la chambre du guetteur qu'on restitue, qui était recouverte d'essentes de châtaignier, c'est-à-dire les petites lames de bois qui se superposent en fait comme des tuiles. Le toit aussi était fait de cette façon-là, mais comme on a une pente qui est trop faible, et comme ce sera un toit qui sera difficile d'accès, on préfère partir sur du zinc pré-patiné dans un ton brun, un peu le ton de l'essente, justement pour faciliter l'entretien, parce que c'est ça aussi, il faut qu'on pense à des entretiens difficiles. Là vous voyez par exemple, ça c'est la chambre de cloche vide, dans laquelle on va remettre en fait les cloches. On a encore les traces des jougs des anciennes cloches, donc on peut vraiment se replacer là dans cette place. Et puis vous voyez là la maçonnerie entre la chambre du guetteur et la chambre de cloche. Vous voyez une maçonnerie qui est très dégradée, qui n'est plus du tout cohérente. Donc là, il faut vraiment la reconsolider, lui redonner sa cohérence. Donc on a un peu la même chose sur la tour est, c'est le même type, c'est vraiment la même chose. Les pierres, les plombs, voilà. Oui, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en partie basse, vous voyez, on avait des menuiseries à petits carreaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des vides. Et là, on va restituer en fait ces menuiseries à petits carreaux de ces chambres du rez-de-chaussée. Alors, le planning de travaux, donc vous voyez, nous on est dans le DCE, donc on doit rendre le document le 28 mars. Voilà. Donc on en est là. Pour l'instant, on tient le planning. C'est vrai que ça a été quelque chose d'assez rythmé, vous voyez, notamment pour les autorisations de travaux. Et puis on va enchaîner avec un début de travaux prévu en juin. Voilà. C'est ça ? Ouais, en juin 2023. Donc pour un délai de 12 mois plus 1 mois de préparation en bleu, qui après va s'enchaîner pour 18 mois pour la première tour, avec un décalage assez de quelques mois pour la tour Est. Pourquoi les deux tours se chevauchent presque en fait ? Alors pour des questions aussi de respect de délai, mais c'est vrai que, bon, vous voyez, on a déjà 12 mois plus 18 mois, ça fait beaucoup de temps d'échafaudage, etc. Donc ça permet aussi de restreindre en fait les nuisances, parce qu'un chantier c'est des nuisances. Pour la circulation, on a des échafaudages, pour la fréquentation de l'église aussi. Donc, si vous voulez, on a vraiment essayé de compacter au maximum le planning pour réduire les nuisances, sachant que c'est vrai que ces deux tours en même temps, financièrement, c'est vraiment un enjeu et c'est un effort très important. Voilà. Je vous remercie. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir toutes les deux, mesdames, et Catherine Guyon et Camille André, parce que je pense que même si on connaît cet édifice et un peu l'histoire de l'église, on a appris beaucoup de choses. Donc merci beaucoup à vous deux, de ma part bien évidemment, et de la part de tout le conseil municipal. Alors c'était une première conférence, il y en aura une autre le 31 mars. Vous avez vu que c'est un projet vraiment emblématique pour la commune, c'est une vraie volonté déjà de sécuriser, vous l'avez dit toutes les deux, mais aussi de réhabiliter cette église.
Alors, on a 3 ans de travaux, 3 ans, vous l'avez dit, qui peuvent être parfois un petit peu compliqués, et dans le quartier, et pour le fonctionnement de l'église, monsieur le curé. Mais on fera tout, bien évidemment, ce que je vous ai promis pour la rendre accessible au mieux, et puis pour moins pénaliser les Nivillois. Mais c'est un vrai projet. Et moi, je suis ravie de ce projet, parce que l'église, comme je l'ai dit tout à l'heure, on la voit de partout. Quand on arrive à Lunéville, quelle que soit l'entrée, c'est le monument emblématique de la ville que l'on voit. Et puis on va enfin avoir, d'ici 3 ans, j'espère, nos 2 statues qui vont nous dire bonjour quand on arrivera dans la ville. J'en profite parce que tout à l'heure on a signé, vous avez dit Madame André, c'est un vrai investissement pour la commune, c'est de l'ordre de 5 millions d'euros TTC, mais c'est un choix. Et on a signé tout à l'heure une convention avec la Fondation du patrimoine. Donc, vous savez que si vous donnez via la Fondation du patrimoine pour l'église Saint-Jacques, vous avez une exonération de l'ordre pour les particuliers de 66% d'impôts. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et rendez hommage à cette belle église. En tout cas, merci. On se retrouvera avec grand plaisir, si vous le souhaitez, le 31 mars pour une autre conférence, mais on va continuer à animer tout régulièrement pour faire parler de l'église auprès des Lunévillois, mais aussi auprès des amis de Lunéville. Merci et puis bonne soirée à toutes et à tous.